Alors, bonjour à tous. Merci pour ceux qui sont présents, qui ont eu le courage de rester jusqu'au bout. Alors, on n'est pas très nombreux, c'est plutôt une chance. On va en profiter pour avoir une présentation un peu plus interactive. Alors, je pense que peut-être que c'est pas que le temps, c'est peut-être que le titre n'était pas assez sexy. Mais je vous promets que le contenu est beaucoup plus. Alors, on va commencer. Donc, alors, je m'excuse dans un premier temps parce que mon confrère Adrien, qui était censé présenter avec moi, a eu un empêchement de dernière minute. Il n'était pas possible de faire la présentation en distanciel. Donc, je vais essayer de gérer, de faire à l'intérim. Dans la collaboration, je ne suis pas malheureusement l'expert CatNat. Donc, si je dis une bêtise, c'est de la faute d'Adrien. Bon, je me présente, donc moi c'est Reda, je suis donc dirigeant, cofondateur d'une startup qui s'appelle YourLab, qui fournit des environnements de travail modernes, flexibles et autonomes pour les actuaires et conçus pour les actuaires. Et j'ai travaillé sur ce sujet avec Adrien, qui lui est un expert en modélisation du risque sismique et docteur en sciences de la Terre. Donc l'idée aujourd'hui, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'on va prendre un cas d'école dans la modélisation CatNat qui pose un problème en termes de modélisation et où la limite n'est pas une limite théorique, mais une limite imposée par l'IT et par le temps d'exécution du programme. Et on va regarder comment, donc durant la présentation, on va essayer de débunker quelques approches classiques ou réflexes que nous avons, que moi j'ai pu observer durant mes années où je faisais du consulting, où j'étais aussi en société d'assurance, en termes de comment on gère un temps de run trop long. Et puis, on va aller tester des approches plus classiques, justement, d'amélioration du temps de calcul. On va aussi challenger quelques promesses commerciales de nouvelles solutions qui sont proposées aujourd'hui. Et enfin, on va arriver avec l'intégration d'un langage compilé dans le programme et tirer des conclusions sur ce dernier. Et l'idée de cette présentation aujourd'hui, c'est de montrer comment, en ayant une approche IT éco-responsable, en fait, l'avantage d'avoir en IT, c'est que quand on est éco-responsable, on fait beaucoup d'économies. C'est l'un des rares domaines où on peut faire ce genre de... On a cet avantage-là, et ça, c'est pourquoi nous, on a fait cette motivation. Donc, c'est pour être éco-responsable et aussi pour faire des vraies économies et surtout pour rendre une modélisation qui avant était impossible à rendre possible. Donc, en termes de contexte, c'est quoi? Donc là, je vous promets, c'est la seule formule la plus barbare de toute la présentation, mais dans la suite, ça sera beaucoup plus simple. Donc, il s'agit ici de modéliser ce qu'on appelle l'incertitude de première espèce. Donc, de ma compréhension modeste de cette type d'incertitude, c'est de prendre, donc de modéliser l'aléa sismique en prenant en compte tout ce qui est corrélation spatiale. Donc, bien évidemment, deux stations qui sont proches vont subir la choc, l'onde sismique de la même manière. Ici, sans fait de matériaux différents, il y aura une corrélation qui va se créer entre elles. Donc, un effet entre eux. Et donc, on va utiliser le modèle de Godin et Atkinson. Donc, c'est l'équation fondamentale qui permet d'avoir justement cette corrélation. Et on va voir justement, on va voir justement l'aspect très énergivore de cette modélisation, et sachant que une simulation va consommer énormément de temps, et cette dernière, il faudra la répéter 10 000 à 50 000 fois. Donc 10 000 fois si on cherche juste l'événement 1 sur 200, l'événement rare. Et si on s'intéresse au code distribution pour les cas extrêmes, donc il faudra aller jusqu'à 50 000 fois, et ça va poser problème. Donc l'exemple qu'on va utiliser, c'est l'empreinte. Donc c'est le séisme qui a eu lieu en Italie le 30 octobre 2016, il s'agit d'un séisme d'une magnitude de 6,5 sur l'échelle de Richter, et l'empreinte qu'on va utiliser, c'est une empreinte que mon collègue, en tout cas mon confrère, qualifie de normale, moyenne, et qui est constituée de 134 000 points de coordonnées GPS. Le code R, donc l'implémentation, initiale, elle est faite sous R. C'est une implémentation assez basique, simple, et qui consiste justement en une boucle, et à l'intérieur de cette boucle, les opérations sont
plutôt simple. Donc il y a une première opération qui est le calcul des distances pour chaque point de la carte, le calcul de la distance par rapport à l'ensemble des points de la carte, en utilisant la distance d'Aversine, parce que la Terre est ronde et donc du coup il faudra calculer ce type de distance. Ensuite, on applique donc les coefficients A1J, c'est exactement la formule que je vous ai montrée tout à l'heure de l'équation fondamentale. Et enfin, on applique justement cette corrélation à un ensemble de résidus qui ne sont, eux, pas corrélés pour prendre en compte la corrélation globale. Donc, sur cette boucle, pour faire très court et très simple, sur une carte de 134 000 points, ça correspond à plus de 18 milliards d'opérations qu'on demande au programme de faire. Et c'est quelque chose qui est assez caractéristique dans les modèles 4 d'après Adrien, c'est que la plupart des modèles 4, ils sont très énergivores et ils sont simples, mais en même temps complexes. Simples dans le sens où c'est que des boucles, c'est que des opérations qui doivent se répéter, mais ils doivent se répéter des milliers et des milliers et des milliers, voire des millions de fois. Et c'est là tout le fond du problème, tout le challenge que rencontrent les modélisateurs en 4. Alors déjà, avant d'aller plus loin, est-ce que dans la salle, il y a des gens qui font de la modélisation 4 qui sont experts? Non? Du coup, je pourrais dire des bêtises et ça passerait. Non, je ne dirais pas de bêtises, hein. Promis, blague à part. Donc l'idée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce type de modèle. Est-ce que parmi vous, même si vous n'êtes pas des modélisateurs 4, est-ce que vous êtes déjà confronté à ce type de problématique? Vous avez un programme qui tourne pendant des heures? Vous, 3, 4. Ça va, ça fait déjà un bon pourcentage. Et quel est votre réflexe? Qu'est-ce que vous faites pour ça, à part modifier le programme? Vous augmentez la taille des machines? Levez la main si vous avez fait le choix d'augmenter la taille des machines. OK. Vous faites rien? Vous subissez? Tu as levé la main? Non? OK. OK. Donc, moi, en tout cas, de l'expérience que j'ai, donc ça fait à peu près 15 ans que je pratiquais avant de fonder la start-up. Ça faisait 15 ans que je pratique l'actuariat en compagnie d'assurance et après dans le consulting. Et souvent, nous les actuaires, on est très pragmatiques. On a un temps limité, on a un temps d'intervention qui est limité. Il nous faut des solutions efficaces et rapides. Pas forcément les meilleures, mais qui font l'affaire. Et souvent, le premier réflexe qu'on peut avoir dans ce genre de situation, c'est de dire, OK, on a les moyens, on a les fonds, donc on a de l'argent, il n'y a pas de problème là-dessus. Et on a un temps d'exécution qui est de plusieurs jours, on va augmenter les machines, on va cumuler des machines pour améliorer le temps d'exécution. Donc ça, c'est le premier réflexe. Souvent, ça, c'est les solutions qui sont le plus posées quand on s'adresse à l'IT. Sinon, le deuxième, c'est on va aller chercher un provider ou on va aller recoder le modèle avec un langage beaucoup plus puissant, très IT, mais qu'on ne maîtrise pas. Donc, on se retrouve souvent dans ce dilemme. Alors aujourd'hui, on va voir ça et on va débunker pourquoi le premier réflexe dans ce cas de figure bien précis, c'est vraiment pas la solution. Ce n'est pas juste une solution incomplète, mais ce n'est pas une solution. Donc, pourquoi ce n'est pas une solution? Parce que, comme on a vu justement juste avant, on a un temps de calcul qui est une fonction quadratique de la taille de la carte. Et on va appliquer ce modèle sur des cartes de tailles différentes. Et ce qui fait que, sachant que l'amélioration du CPU, donc de capacité de calcul, l'amélioration elle est au mieux linéaire, et qu'on doit répéter cette opération des milliers de fois, augmenter la taille, compter juste sur l'augmentation du matériel, ce n'est pas une solution et ça ne résoudra pas le problème. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi j'ai vu des grands acteurs avec beaucoup de moyens qui, malgré tout, ne sont pas capables de générer leurs propres empreintes sismiques parce qu'ils sont dépendants de d'autres providers extérieurs, parce que ces derniers ont une connaissance IT plus avancée et ont des solutions beaucoup plus chirurgicales pour faire ce genre d'opération. Et donc, ils se retrouvent beaucoup plus dans une situation où ils vont consommer des empreintes générées.
Donc on a vu, donc théoriquement, on sait que ce n'est pas une solution. Donc nous, on s'est amusé, on voulait voir justement, toute théorie, elle est validée, tout résultat théorique doit être validé par de l'expérimentation. Donc on a fait l'expérience, on a profité d'une solution que nous, on a à notre disposition et qui nous permet de décorréler et de configurer le CPU et la RAM indépendamment. Donc l'idée, c'est de voir comment, en augmentant la RAM ou en augmentant le CPU, ça peut influencer sur le temps de calcul. Pourquoi on a utilisé notre solution interne? Tout simplement parce que sur le marché, il n'existe pas, les deux sont corrélés. D'ailleurs, ça c'est un des problèmes, c'est-à-dire des fois vous aurez besoin juste d'avoir plus de RAM et vous allez vous retrouver avec des machines qui ont des CPU très costauds et qui coûtent très cher en termes de compute cloud, alors que vous n'allez pas exploiter justement ces CPU. Donc là, nous, pour ne pas avoir de biais, pour comparer les choses qui sont comparables, on a utilisé notre solution qui nous permet de faire ça. Alors, on va, je pense, perdre l'écran, mais... Bon, je vais continuer. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris deux cas de figure. On a pris une machine virtuelle. Ouais. Donc, ce qu'on a fait dans un premier temps, on a bloqué la RAM à 32 gigaoctets et on a fait varier le nombre la taille de la machine en termes de CPU. Et effectivement, ce qu'on a observé, et en plus on a l'avantage, c'est qu'on peut répliquer à l'identique le même environnement au package près, donc on compare vraiment des choses comparables et on voit très bien que on a justement une amélioration linéaire, mais on reste dans l'ordre de l'heure. Et nous, l'objectif, c'est que si on veut réussir à faire des milliers, des dizaines de milliers, des 50 ou 50 000 simulations, il faut qu'on descende au niveau de la minute. Donc à être dans un ordre de grandeur de minutes. Donc augmenter le CPU, ce n'est pas une solution. La RAM, sans grande surprise, très peu d'effets. Donc on s'est amusé à tester sur une machine qui fait 224 gigaoctets de RAM, donc, ce qui est assez gros, mais on voit que voilà, même ce gap-là n'a quasi pas d'effet et on reste sur des nombres d'heures d'exécution assez significatifs. Donc, ce programme, la première approche, c'est que quand vous allez parler avec un expert ou quelqu'un qui connaît très bien R, il va vous dire bon, vous êtes sympa, vous avez fait votre modèle, mais vous faites une boucle for, c'est ce qu'il y a de plus lent dans R, et puis on sait très bien que R est très efficace si on veut optimiser et utiliser la vectorisation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va sortir, utiliser des opérations vectorielles, utiliser des fonctions comme apply et compagnie. Sauf que dans ce cas de figure, ce n'est pas aussi une solution parce qu'il y a des limitations matérielles et je vais vous les expliciter et c'est un des problèmes. Donc là, ce qu'on a fait, le code que vous voyez à côté, donc j'ai vectorisé le programme, j'étais bien content de mon programme, sauf que quand j'ai commencé à lancer, j'ai pas eu de résultat tout simplement parce que j'ai atteint la limite de ma RAM. J'ai augmenté la RAM le max que je pouvais sur mon environnement de test. Donc, j'ai pris plus de 224 gigaoctets de RAM. Et pareil, ça ne marchait pas. Tout simplement parce que cette approche de vectorisation implique d'utiliser uniquement la mémoire de la RAM. Et quand on fait une analyse un peu plus poussée de pourquoi ça ne marchera pas, c'est que la mémoire minimale, justement, alors là, c'est une petite erreur. Sur la mémoire minimale, ce n'est pas 287, mais ça va être 145 de mémoire gigaoctets. C'est la taille minimale si je veux tout mettre dans des matrices. Et ensuite, vu le fonctionnement de R, toutes les opérations impliquent des copies temporaires. Et ces copies temporaires, donc quand on fait le calcul global, il faudrait que je travaille avec une RAM qui tourne entre 800 et 1 teraoctet de RAM. Donc c'est énorme, on est là à un niveau de RAM qui est plutôt équivalent à des centres de recherche ou des boîtes comme OpenAI qui fait 2-3 gigas de RAM. Donc on est complètement à côté de la plaque et ce n'est pas une solution pérenne. Donc là, le principal frein qu'on rencontre, c'est que la vectorisation sous R exploite principalement la RAM. Donc
ce qu'on va faire, on s'est inspiré un petit peu, on s'est dit, OK, est-ce qu'on ne peut pas utiliser le disque? Le disque, la mémoire disque, on fait en sauvegarde, on peut avoir plusieurs terras. Et on s'est un peu inspiré un peu je ne sais pas si parmi vous, vous connaissez SAS, la solution SAS. Voilà, SAS, l'argument de vente à l'époque, quand SAS est sorti il y a plusieurs années, c'était de dire vous ne serez plus limité par la RAM parce qu'ils vont exploiter le disque. Et donc, dès que la RAM est chargée, ils vont aller utiliser le disque. Donc, on a dit on va faire la même chose. Sauf qu'au lieu d'utiliser ça, on va quand même aller chercher des solutions beaucoup plus modernes. Et il y a une solution qui existe sur le marché. Et il y a qui existe sur le marché qui s'appelle DACDB, donc DAC pour canard. Donc voilà, les gens de l'IT ils ont un sens de l'humour propre à eux. Et alors cette solution, c'est quoi? C'est un remplaçant de SQLite, mais qui a été designé et pensé pour la performance. Donc, dans leur site, et ce qu'ils avancent, c'est que c'est une solution qui donne des performances extrêmement impressionnantes comparées à des solutions classiques SQL pour faire des requêtes SQL et qui, en plus de ça, permet, donc, comme j'ai mis ici, can process larger than memory workloads, c'est-à-dire gère automatiquement, si la RAM est chargée, va aller utiliser le disque. Donc on l'a utilisé, on l'a testé, et l'objectif c'est de faire la même approche par vectorisation. Ça implique de traduire, de reconvertir encore le code en code SQL. Alors ça s'est fait non sans difficulté, mais on a réussi à le faire, on a fait les tests, ça marchait bien. Et l'avantage dans cette solution, c'est que lui dire utilise le disque, ça se fait en une ligne de code. Donc au niveau de la configuration, on lui dit, voilà, tu me mets une limite de RAM, je te donne une limite de RAM à 200 gigaoctets, et le reste, tu me le mets dans une base qui s'appelle db.dac. Sauf que cette solution, ça a marché, mais les temps de calcul, on n'a eu presque aucune amélioration. Donc on est resté au même niveau comme le code R initial, basique, sauf qu'on a perdu en lisibilité. Donc voilà, ce n'était pas la bonne approche. Et pourquoi? Tout simplement, c'est les temps d'écriture et de lecture-écriture. Donc quand il y a une opération qu'on fait de calcul, c'est équivalent à une écriture et lecture. Donc quand ça se fait au niveau de la RAM, elle est de l'ordre du centième de nanoseconde, mais par contre quand ça se fait au niveau du disque, on passe au microseconde, donc on a perdu un facteur de 1000. Donc tout ce qu'on va gagner sur la solution DACDB, on va le perdre juste parce qu'on sera obligé de faire des lectures-écritures sur le disque, et que la vitesse est beaucoup plus longue. Donc, on va oublier cette solution, et là, on n'a pas le choix, on va faire intervenir un langage compilé qui est fait pour la performance. Langage compilé, ce qui est le plus classique, ce que j'avais toujours vu et ce que j'aimais faire, c'était d'intégrer du C++. Mais sauf que C++, dans un contexte opérationnel équipe actuarielle, c'est pas très réaliste parce que, ça exige de maîtriser le C++, et ce langage, comme dit mes camarades IT, c'est un nid à bugs, c'est très difficile à gérer et ce n'est pas forcément quelque chose qu'on aimerait faire. Mais n'empêche, on va d'abord commencer à parler pourquoi un langage compilé et un langage interprété, ce n'est pas la même chose. Certains défendeurs de langage Python vont dire « Ah, Python, pourquoi vous n'utilisez pas Python ?» Ce n'est pas une réponse aussi. Python et R, ce sont des langages qu'on appelle interprétés, et donc le fait qu'ils soient interprétés permet de les manipuler plus facilement, d'avoir des exécutions ligne à ligne. Mais cependant, ça se fait au détriment de la performance, et surtout, ce sont des langages qui ne sont pas typés. C'est-à-dire que vous déclarez vos variables, vous n'êtes pas obligé de dire quel est le type de cette variable, est-ce que c'est un integer, est-ce que c'est un caractère. Ça donne beaucoup de flexibilité, ça donne un langage qui est facile à lire par un être humain, mais derrière, ça se fait au détriment de la performance. Et les langages compilés, ils sont les plus forts et les plus puissants en termes de performance, pour la simple unique raison, parce que quand ils compilent, ils traduisent ça en langage machine, et donc il y a une traduction directe en code machine et une optimisation qui est faite au niveau du compilateur. On a des facteurs qui peuvent aller jusqu'à du x100 en termes de performance. On avait deux candidats, donc C++. Moi, j'avais une allergie sur du C++, et je me suis dit, tiens, je vais regarder qu'est-ce qui existe dans le cadre de la veille justement technologique. Et il y a un petit nouveau sur la scène qui s'appelle Julia. Donc Julia, c'est quoi? C'est un langage compilé, mais qui est conçu pour la science.
et donc qui a tous les avantages de R et Python, à savoir, surtout de Python, à savoir une syntaxe simple et faite pour de la modélisation scientifique, et il a les avantages de C++ parce qu'il a les performances très proches de ce dernier. Donc, on a fait une première tentative. Donc là, ce que vous voyez sur le slide, c'est le langage qui a été, donc c'est le programme initial qui a été traduit. Donc, on a été obligé de traduire, donc de recoder la fonction qui calcule la distance d'Aversine en Julia. Comme vous le voyez, c'est assez simple à lire. C'est pas très compliqué. Alors, on a utilisé des méthodes modernes pour faire cette reconversion. On a utilisé de l'IA, bien évidemment, et ça rend les choses encore plus faciles pour faire ce type de travail. Et on l'a fait de manière modulaire, c'est-à-dire qu'on a, dans un premier temps, recodé la distance d'Aversine, on a fait des tests unitaires sur cette dernière avec la fonction qu'on utilisait du package GeoSphere. Et une fois que ça fonctionnait, on a recodé la boucle, qui va venir itérer sur cette dernière, et on a fait le même travail, et ça nous donnait exactement les mêmes résultats. Donc sur cette fonction, on est passé d'un temps d'exécution de 2 heures initial à 14 minutes. C'est une performance assez impressionnante. Et on a fait ça sans une volonté d'optimisation, sans faire un grand effort d'optimisation. On a fait juste une traduction directe de code. Ensuite, ce programme Julia, en fait, ce langage Julia, il a aussi un avantage, c'est qu'il gère très très bien la parallélisation. Et en paralysant, on va aller exploiter. Donc là, les temps d'exécution que je vous montre, c'était sur un MacBook Max de type avec la puce M2 Max, qui est quand même une configuration assez véloce pour faire des calculs. Et donc, on arrive quand même à 14 minutes. Mais l'idée, c'est d'aller exploiter le nombre de cœurs que nous avons dans cette machine. Et pour le faire, alors, ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est qu'on ne voulait pas changer tout le script. Là, je vous donne juste une bout de script, mais on ne voulait pas changer tout le script. On voulait intégrer Julia de manière ponctuelle sur ce qu'on appelle le goulot d'étranglement, qui était la boucle for. Et donc, pour faire ça, on a utilisé un package, un connecteur qui fait le rôle un package qui joue le rôle de connecteur, qui s'appelle de mémoire donc Julia Call. Et ce dernier nous permet d'appeler Julia à l'intérieur de notre code R. Donc, ça a l'avantage de garder la main, de garder le contrôle quand même sur l'ensemble du modèle et de garder cette flexibilité qu'on peut avoir avec R pour faire de la visualisation par la suite et de l'analyse. Donc, pour utiliser de la parallélisation, donc dans un premier temps, on a 3 premières lignes. Donc, la première ligne, c'est une ligne de R classique qui utilise le package parallèle qui permet d'identifier le nombre de cœurs. Ensuite, on fait passer ce nombre de cœurs dans les variables d'environnement. Et on dit à Julia, avec une ligne, voilà, using base, tu m'utilises le multithread. Et par rapport au code qu'on avait avant, en termes de script, on rajoute une seule ligne, pas plus. Donc c'est la ligne que vous voyez, donc c'est le @thread qu'on rajoute avant la boucle, et Julia s'occupe du reste. Et là, on passe de 2 heures à 2 minutes. Quand on passe de 2 heures à 2 minutes, donc clairement, là, le gagnant, c'est cette approche. Donc, de manière modulaire, on prend le bout qui consomme et on l'applique et on l'optimise, on fait un effort. C'est un travail de grand max 1 semaine. Donc, si on fait une analyse comparative, clairement, donc, vectoriser n'était pas une solution. Augmenter le matériel, améliorer le matériel, le support, n'était pas une solution viable. Enfin, utiliser Julia parallélisée, ça reste la meilleure solution. Voilà, ça devient quasiment une évidence. Moi, personnellement, alors, plus je creuse ce nouveau langage Julia, plus je me pose la question pourquoi il n'est pas aussi populaire auprès de la communauté des actuaires, parce qu'en plus, ce que j'ai découvert, c'est que ces langages, aujourd'hui, il y a carrément des packages qui sont faits pour les actuaires. Il y a une page dédiée pour l'actuariat. Donc, il y a une communauté actuarielle, mais beaucoup plus anglo-saxonne, pas française, mais qui est très active sur le sujet. Et clairement, avec ça, franchement, vous pouvez, tous vos outils internes, vous pouvez avoir une performance qui dépassera même les outils de providers externes et sur lesquels vous allez avoir le contrôle. Donc,
c'est un investissement qui vaut le coup et qui n'est pas très dur parce que c'est vraiment assez simple à apprendre. Donc si on fait une analyse de l'impact à grande échelle, quelles sont les économies qu'on a faites en faisant ce petit effort de prendre un petit bout du code et le transformer en Julia, on a regardé ce qui se fait en termes de configuration par rapport à la machine qu'on a utilisée qui met 2 heures. Donc c'est une machine virtuelle sur le cloud donc, qui s'appelle DSV5 et qui fait 32 cœurs et 128 Go de RAM. Et en termes de temps de calcul, entre le code initial et le code optimisé avec Julia, pour avoir 10 000 simulations, pour avoir juste une estimation du quantile propre, on passe de 833 jours à 14 jours. Donc, tu fais de la modélisation, tu vas voir ton manager, tu vas lui dire « J'ai besoin de 2 ans pour avoir une très bonne modélisation, bon courage ». Et en plus, j'ai besoin de 2 ans et ça va vous coûter 30 000 €. Voilà. Donc, tu vas dire, je vais encore doubler la machine, ça va vous coûter 60 000 € pour faire une modélisation. Ce n'est pas raisonnable et d'autant plus, ça va être un coût récurrent. C'est-à-dire, quand on augmente, ça va être un coût récurrent, alors que là, c'est un coût one-shot. Alors, allez voir son manager, lui dire, voilà, ça va nous coûter 500 € et 2 semaines où on laisse la machine allumée. Alors, 1, c'est éco-responsable. 2, c'est faisable, c'est raisonnable et ça va permettre d'ouvrir des perspectives en termes de modélisation qu'on n'avait pas avant. Donc, la conclusion sur toute cette analyse, c'est quoi? C'est de dire, voilà, on a réussi avec mon collègue Adrien à faire cette approche parce qu'on s'est posé et quand lui, il avait des problèmes IT, quand on lui proposait des solutions IT, on proposait une solution en prenant en compte et en connaissant comment ça fonctionne, en prenant vraiment les contraintes business. C'est-à-dire, il doit garder quand même la main, il doit pouvoir quand même continuer à comprendre son modèle, à garder la maîtrise, que ça soit intégré dans son environnement de travail, et que voilà, c'est pas juste une solution qui sera à côté et qui par la suite va générer une dépendance vis-à-vis de l'IT ou une dépendance vis-à-vis d'un provider externe. Et donc c'est tout l'idée de cet atelier, c'est de dire voilà, comment on peut ouvrir des perspectives. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire. Donc, chez Your Lab, donc l'idée, c'est vraiment de fournir cet environnement complet et qui permet d'être très pertinent en termes de solutions et que celui qui fait de la modélisation ne se concentre que sur de la modélisation, que sur ses problématiques techniques à lui. Et tout ce qui est challenge, veille, IT, c'est fait automatiquement. Et c'est intégré et il est accompagné sur cet aspect-là. Voilà. Donc, je laisse un peu de temps pour les questions. Si vous avez des questions, vous avez des partages d'expériences, n'hésitez pas. Bon, vous n'êtes pas très nombreux, donc effectivement, si on est un peu timide, c'est un peu plus compliqué. Ou pas? Non? Bon. En tout cas, n'hésitez pas. Alors, non, là, j'avais pas mis le QR code, mais bon. Le QR code pour le compte LinkedIn, mais n'hésitez pas justement, je m'appelle Reda Jarir, n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn si vous souhaitez avoir plus d'infos. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'on voulait faire, on se donne un défi, c'est d'aller à la seconde, ne pas rester de l'ordre de grandeur de la minute. On voulait faire ça parce que, et on sent que c'est faisable. Malheureusement, vu toute la hype qui est autour des LLM, qui est autour de l'IA, et aussi la crypto fait que les GPU, c'est très difficile d'en avoir. Donc on a bataillé pas mal avec donc Azure, avec Microsoft pour provisionner des GPU. Et ils nous ont répondu par l'affirmatif, mais que cette semaine. Donc on n'avait pas le temps d'aller explorer cette piste-là. On a déjà le code qui est prêt, donc on va explorer le GPU pour aller descendre au niveau de la seconde. Et l'idée, c'est pareil, c'est reprendre le code, rajouter une ligne qui dit à Julia,
va chercher le GPU. Il va chercher le GPU, et le GPU, on sait qu'il est très performant quand il s'agit des calculs vectoriels et matriciels. Et moi, ma conviction personnelle, c'est qu'au niveau de l'actuariat, on n'exploite pas assez ce type de ressources. Et je pense que ça peut apporter beaucoup de réponses, notamment beaucoup de valeurs, notamment à la modélisation CatNat. Donc on va explorer ça. Si ça vous intéresse, on sera vraiment ravis. Alors vous qui avez des temps de calcul très lents, n'hésitez pas à nous contacter. On sera vraiment ravis de regarder le sujet avec vous, de faire des tests. Ça nous permet, nous, de mieux connaître les besoins de nos futurs utilisateurs de notre plateforme, et ça nous permet aussi d'apprendre. Donc n'hésitez pas. Voilà. Merci.